Culture Soccer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Culture Soccer, le podcast en français qui vous décrypte toute l'actualité du soccer nord-américain. Aujourd'hui, on va parler un petit peu MLS et un peu du folklore américain avec la MLS All-Star, surtout en se concentrant un peu sur ce match des étoiles si particulier. Mais avant ça, je présente mon collègue qui sera avec moi aujourd'hui, le co-rédacteur en chef de Culture Soccer, Adi Raphaël. Comment ça va, Adi ? Ça va et toi, Antoine ? Ah bah ça va très très bien, ce merveilleux dimanche. Nous enregistrons le dimanche 4 août, soit quelques jours après justement ce All-Star. Mais avant de se lancer sur le sujet principal, je voulais parler un petit peu avec toi du nouveau podcast qu'on a lancé, au cas où nos auditeurs ne seraient pas au courant. On a un tout nouveau podcast qui sera aussi publié toutes les semaines, normalement, si tout va bien, et qui se concentrera un petit peu sur la partie canadienne, et qui s'appellera, puisque le premier épisode est déjà sorti, je vous invite à l'écouter, Culture Soccer à l'érable. Explique-moi un petit peu, Adi, pourquoi ce podcast est nécessaire. En fait, comme tu l'as dit, CS à l'érable, donc Culture Soccer à l'érable. Je ne suis pas tout seul dans ce podcast, c'est Daniel Cameron et moi-même qui sont les animateurs. Bien évidemment, on invitera au fur et à mesure des personnes. Bien évidemment, tu es le bienvenu, tout comme Anthony, tout comme tout le monde. On va tous inviter des gens de Culture Soccer et ailleurs, peut-être des invités un peu de partout à travers le Canada. La raison pourquoi on fait ça, c'est parce qu'on a remarqué qu'en cherchant un peu sur l'actualité du soccer canadien, qu'on n'avait pas de podcast en français 100% dédié à l'actualité du soccer canadien. On en a plusieurs qui sont spécifiques à des équipes, oui. On en a plusieurs en anglais, oui. Mais on n'avait rien qui était 100% dédié au soccer canadien en français. En tout cas, j'en ai pas vu. Il y a de temps en temps plusieurs podcasts en anglais qui s'occupent de ce sujet-là, mais en français, c'est presque introuvable. Puis nous, sachant que Culture Soccer, on est moitié français, puis moitié canadien, donc on s'est dit pourquoi pas couvrir cette partie-là. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant. Daniel Cameron était très excité à le faire avec moi aussi. On a parlé, ça fait 3-4 mois qu'on est là-dessus, qu'on discute de ce qu'on va faire et comment on va le faire, et ainsi de suite. On a choisi nos sujets. Les sujets vont être très simples. En premier, bien évidemment, et ce sera la compétition reine que nous allons couvrir. C'est la Première Ligue canadienne qui en est à sa première, vous l'avez entendu sur Culture Soccer, bien évidemment, qui en est à sa première saison maintenant, en 2019, divisée en deux parties, la saison du printemps et la saison d'automne. Là, on couvre la saison d'automne. Il y a le championnat canadien. Bien évidemment, on en parle souvent sur ce podcast-là, mais on va en parler plus en profondeur sur le podcast C'est assez à l'érable, où bien évidemment, c'est un peu la coupe canadienne, mais il l'appelle le championnat canadien parce que ça peut regrouper toutes les équipes canadiennes à travers toutes les ligues dans lesquelles il y a des clubs canadiens. Donc, en MLS, il y a des clubs canadiens, tout comme la Première Ligue canadienne, tout comme la USL, donc la deuxième division américaine. D'un autre côté aussi, il y a bien évidemment les équipes nationales, que ce soit l'équipe nationale féminine ou masculine. Aussi, on le couvre sur ce podcast-là, sauf que, comme j'ai dit, du côté de CS à l'érable, ça va être encore plus en profondeur. Ça va être vraiment de grosses analyses. Ici, on a tendance à vouloir parler aussi des États-Unis. Là-bas, ce sera juste Canada, rien des États-Unis, parce qu'on les aime pas. Non, je blague. Juste parce que c'est beaucoup plus canadien que ça. Et voilà, en fait, ça va être vraiment... on va vraiment se baser sur ça. On va aussi parler de la CONCACAF League, la Champions League, au cas où il y a des équipes canadiennes. Oui, on parlera juste des matchs des équipes canadiennes. Mais la CONCACAF League, c'est quoi la CONCACAF League? C'est l'équivalent de la Ligue Europa en Europe. En fait, ce qui se passe, c'est que le champion de la Première Ligue canadienne se qualifie en CONCACAF League. Et il y a plusieurs équipes de cette CONCACAF League qui se qualifient en Ligue des Champions l'année suivante. Donc, c'est bien évidemment le vainqueur, le finaliste, les demi-finalistes et 2 des quarts de finalistes, donc perdants, qui vont se qualifier aussi pour la Champions League suivante. Et vu qu'il y aura une équipe canadienne, on espère qu'il va aller le plus loin possible et se qualifier en Ligue des Champions. Bien évidemment, on va suivre cette CONCACAF League. Donc voilà, voilà pourquoi CS à l'érable a été mise en place. On est très excités, on a vraiment beaucoup d'idées. Ouais, c'est clair qu'il y a
beaucoup de choses qui se passent en ce moment dans le soccer nord-américain. Et c'était pas plus mal aussi de vous déléguer certaines compétitions, dont la Canadienne Première Ligue, puisque on est vraiment, nous, à Culture Soccer, un des sites qui en parle depuis le tout début. Mais vraiment, je me souviens quand on a commencé à en parler très très tôt, alors qu'il n'y avait pourtant pas d'équipe francophone au Québec, par exemple. Donc on est très fiers de vous faire partager la Canadienne Première League, qui est une avancée énorme pour le soccer canadien. Et c'est pas mal, plutôt que d'avoir sur le podcast Culture Soccer quelques semaines Canadienne Première League, quelques semaines MLS, de un peu vous déléguer cette compétition qui mérite son podcast à elle tout seul. Et en attendant, peut-être des expansions justement au Québec ou en tout cas dans des provinces francophones, ce qui ne saurait se faire attendre apparemment selon les dernières rumeurs. Donc on a très hâte de voir tout ça et puis de toute façon on parlera quand même un petit peu des grosses nouvelles dans le podcast de Culture Soccer tout simple. Voilà, si vous êtes vraiment intéressé par le soccer canadien, on vous invite à écouter Culture Soccer Lab avec Adi Raphaël, avec Daniel Cameron, comme tu l'as dit, CONCACAF League, Canadian Premier League, Voyageurs Cup, canadienne, enfin les équipes canadiennes de masculine et féminine nationale. Donc voilà, plein de bonnes choses et ce sera toutes les semaines, n'est-ce pas Adi? Oui, effectivement, ce sera chaque semaine. On va couvrir, comme je l'ai dit, toutes ces compétitions-là. Et chaque semaine, on va vous ramener des informations juteuses, des invités extraordinaires. Ben, on va essayer de vous offrir ben, la grosse surprise. Et j'espère que que ce sera un diamant bien poli pour vous. Puis voilà. Voilà, le gratin du gratin. On va passer maintenant, comme je l'ai dit dans l'intro, on va parler du MLS All-Star. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout le MLS All-Star, il faut sortir de la caverne déjà, parce qu'on en parle quand même pas mal depuis longtemps de cette compétition. C'est une compétition qui, comme dans les autres sports américains, rassemble les meilleurs joueurs de la ligue. Sauf qu'il y a la différence d'autres sports américains. Alors je ne suis pas un pro dans tout ce qui est NBA, MLB, NFL, tout ça, mais là c'est pas la moitié, une conférence contre une autre. Ça se faisait avant MLS, mais c'est vraiment les meilleurs joueurs de la ligue qui combattent une équipe adverse étrangère. Et cette année, c'était l'Atlético Madrid qui venait à Orlando pour affronter les All-Stars. Une défaite 3-0 de l'équipe All-Star, mais on va pas se mentir, Adi, dans ce genre de compétition, le résultat, ce n'est pas vraiment le plus important. Ouais, effectivement, le résultat, c'est pas le plus important. D'habitude, ce qui est important, c'est que la MLS puisse montrer qu'elle n'est pas si loin que ça de ces équipes-là. Bon, dans ce cas-là, c'était un peu compliqué parce que l'Atlético Madrid est un peu en feu. On a vu que l'Atlético Madrid, durant sa pré-saison, a battu le Real Madrid sur le score de 7-3, par exemple. Ouais, c'était peut-être pas la meilleure idée de mettre une équipe aussi forte que l'Atlético Madrid en face. Après, bon, faut pas oublier, c'est difficile, c'est difficile. On veut permettre à la MLS de se montrer devant ses cadres européens, oui, je comprends. Mais faut pas oublier que ces cadres européens, c'est une équipe. Cette équipe-là, elle est déjà habituée à jouer ensemble. Oui, elle est encore en pré-saison, mais on va dire à la fin de la pré-saison, donc ils sont proches de leur niveau optimal. C'est une équipe qui est habituée à jouer ensemble, tandis que tu viens, tu ramènes des joueurs un peu partout à travers les clubs de la MLS, puis leur dire, ah, tu sais quoi, ce jour-là, vous jouez ensemble. Puis Hmm. tu as 3 jours pour te préparer, puis tu joues contre l'une des meilleures équipes dans le monde. Ouais. Ouais, c'est un peu plus compliqué selon moi. Ouais, c'est pour ça que moi j'ai jamais vraiment fait attention aux résultats, parce que pour moi c'est plus un match de gala. C'est-à-dire, je pense pas que tu vas montrer le niveau d'une équipe nord-américaine avec cette équipe où, comme tu dis, c'est des gens qui sont mis ensemble. Il y a une image qui est super drôle pendant le match du MLS All-Star, mais il y a un moment où Carlos Vela rate ou fait pas un bon appel ou quelque chose, et lui il y a Graham aussi qui lui crie dessus en lui disant mais pourquoi tu fais ça? Et Carlos Vela il le regarde en haussant un sourcil, l'air de dire on s'en fiche, c'est c'est un match All-Star, c'est pas du tout un vrai match, pourquoi tu m'engueules? Genre, tout le monde s'en fout. Et le troisième but, c'est pareil, le troisième but de l'Atlético Madrid, ils sont quatre joueurs d'Atlético Madrid dans l'attaque, et on a plus que deux MLS All-Star qui ont fait le retour défensif. Donc c'est vraiment un match de gala où le score ne compte pas trop, c'est surtout pour amuser la galerie. Il y a des grands feux d'artifice avant. D'ailleurs, il y en a un qui était pas loin de tomber sur le stade, c'était un peu flippant, mais ouais, non, c'est un show vraiment à l'américaine. Et je trouve aussi que l'Atlético Madrid, c'est pas forcément le bon club à inviter, parce que c'est vraiment un club qui a une formation tactique hyper défensive et qui va l'appliquer à chaque match, quoi. Donc, c'est pas comme les dernières années, ils invitaient le Real, par exemple, je me souviens, Arsenal. Et
Arsenal ou le Real, c'était un peu prêté au jeu. On s'en fiche un peu, on se projette vers l'avant, c'est pas grave, c'est que du show. Là, l'Atlético de Madrid, ils sont venus, ils ont joué leur tactique, ils ont joué en contre-attaque. Et c'était pas le plus beau des spectacles sur le terrain, mais au final, une victoire 3-0, ça a permis de voir un petit peu des joueurs comme Diego Costa, João Félix, ou Llorente. Mais ouais, le début de match, surtout, c'était les remplaçants de l'Atlético qui jouaient au début. Et donc, on a vu vraiment qu'ils se donnaient envie. Et puis à la fin, j'ai de la peine pour Nick Rimando, qui était le troisième gardien à jouer, parce que les gardiens ont fait 30 minutes chacun. Nick Rimando, à la fin, il s'est retrouvé devant João Félix, Diego Costa, et c'est lui qui a vraiment souffert en fin de deuxième mi-temps et qui s'est pris les 2 derniers buts. Donc, un résultat compliqué. Je vais vous faire un petit récapitulatif des résultats, des derniers résultats. L'année dernière, c'était contre la Juventus, un partout. Le Real l'année d'avant, un partout. Arsenal, défaite 2-1 il y a 2 ans. Et puis Tottenham, victoire 2-1. Le Bayern, victoire 2-1. Donc normalement, c'est quand même plus serré que ça, les MLS All-Star. Est-ce que toi, Adi, tu te souviens d'un match en particulier ou est-ce que le All-Star, en général, tu importes de l'importance ou pour toi, c'est pas forcément quelque chose que tu marques dans ton calendrier? Très sérieusement, pour moi, c'est. J'ai regardé une partie du match cette fois-ci, mais d'habitude, je skip tellement le All-Star Mhm. Game. C'est pas quelque chose d'important pour moi. C'est très bof. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et je pense que la plupart des amoureux de la MLS ne vont pas regarder le All-Star Game. Ceux qui vont regarder le All-Star Game, c'est des gens qui commencent à s'intéresser à la MLS ou c'est des gens qui sont supporters de l'Atlético Madrid ou bien ce qu'on appelle souvent sur les médias sociaux les Eurosnobs, des gens qui vont dire ah ouais, on va voir ce que ces Américains sont capables de faire. Puis après, ils se moquent d'eux parce qu'ils voient que le cadre européen arrive à battre 3-0 les meilleurs joueurs de la MLS, ce qui est pour moi extrêmement stupide parce que tu mets des joueurs ensemble, même si c'est les meilleurs joueurs de tous les temps, contre une équipe qui est soudée, et qui a un collectif et qui joue ensemble à longueur d'année, c'est presque impossible qu'ils gagnent. Donc, bref, pour moi, non, c'est pas vraiment du foot. En plus, tous les joueurs font un peu attention, ils veulent pas se blesser. On est en plein Mhm. milieu de la saison. Non, j'aime pas du tout le format de All-Star Game. Je pense qu'on est capable de garder ce côté nord-américain, de Showtime nord-américain, sans passer par ça. C'est mon point de vue à moi. Je suis sûr qu'on va développer un peu plus tard, mais c'est ça, je pense qu'il y a d'autres façons de célébrer le soccer nord-américain et la MLS de la manière américaine que faire un match comme ça, qui selon moi est un peu ridicule. Ouais, moi j'ai un peu moins suivre. Moi je t'avoue que j'aime beaucoup le All-Star Game, pas dans le sens où je m'attends pas à un grand football, mais c'est quand même un match de gala. C'est comme quand il y a les anciennes légendes souvent, il y a des matchs comme ça d'exhibition, un peu avec l'ancienne légende du Brésil avec Ronaldinho, ou les anciennes légendes de France avec Zidane, où tu as les vieux qui jouent contre eux. C'est pas des matchs auxquels j'importe de l'importance footballistiquement, mais pour moi, ça fait partie de ce folklore nord-américain qui me plaît beaucoup et qui m'a fait aimer la MLS. Mais après, moi, c'est différent comme point de vue, parce que toi, j'imagine que c'est ton championnat. C'est là où joue ton club. Donc forcément, pour toi, ça t'énerve. Et ce que je peux comprendre, parce que ouais, c'est un peu inutile dans la saison. Et en plus, enfin, si un joueur se blesse, quoi que ce soit. Alors que moi, c'est un peu ce côté nord-américain qui m'a plu et qui m'a attiré vers la MLS. Le fait que ce soit différent et un peu fou. Parce qu'on avait vu des trucs fous lors du All-Star Game. Et c'est cette culture un peu nord-américaine qui me plaît beaucoup. Mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il me semble que beaucoup de supporters de MLS détestent un petit peu cet événement de gala. Ouais, effectivement, bah écoute, mon championnat, oui, effectivement, c'est mon championnat vu que j'habite à Montréal. Donc oui, Mm. effectivement, c'est mon championnat. Et puis, bon, comme j'ai dit, c'est pas optimal. C'est pas optimal pour des équipes qui luttent. Bon, moi, je suis supporter de l'Impact, donc de notre côté, on n'a pas été vraiment affecté cette fois-ci parce que on n'a pas eu de joueur lors de ce All-Star Game qui est parti au match initial. Faut pas oublier qu'il y avait un deuxième match aussi, c'était le match des MLS Homegrown, donc ça veut dire des Mm. joueurs formés au club. D'habitude, c'est des jeunes joueurs qui jouaient contre les U20 de Chivas Guadalajara. Et ça a été un bon match sympathique. Et puis c'est là où que l'Impact a eu deux joueurs qui sont partis. Pardon, trois joueurs qui sont partis, Clément Baillat, Daniel Kinumbe et Mathieu Chouanière. Kinumbe n'a pas pu finalement, il a été appelé, mais il n'a pas pu finalement participer parce qu'il s'est blessé pour la saison. Bon, finalement, ce match-là était quand même aussi, je trouve qu'il était un peu plus intéressant, ce match-là, parce que au moins, tu vois des jeunes, je pense au gardien de San Jose, JT Marcinkowski,
qui n'est pas le numéro un, que tu vois jouer, des joueurs qui sont beaucoup plus jeunes, qui ont eu juste quelques poignées de minutes en MLS. Puis ça, je trouve ça intéressant parce qu'on les voit jouer un peu plus un match complet ou bien la moitié d'un match, ainsi de suite, et on est capable de les découvrir un peu plus contre une équipe de Chivas. On s'entend que c'est quand même toute une équipe, surtout au niveau de sa formation. Donc, bref, finalement, le score, c'était 2-2, puis victoire sur penalty des MLS Homegrowns. Très intéressant à voir. Mais c'est ça, donc revenir au sujet. L'impact n'a pas été très affecté, mais quand je vois des équipes, par exemple, dans ce All-Star Game, si je pense à Atlanta, si je pense à LAFC, où il y avait beaucoup de joueurs qui étaient là, c'est pas optimal si ces joueurs-là étaient blessés. Moi, je pense que ça aurait pu affecter grandement les chances des équipes en question à continuer, leur avancée vers les playoffs. C'est ça qui est dommage. C'est vrai. Après, bon, il y a autre chose aussi que je déteste, mais là, je déteste, c'est le vote populaire. Je trouve ça juste ridicule. C'est juste ridicule. Pour le capitaine ou pour le meilleur joueur du match? Parce que non, le meilleur joueur du match, c'est les journalistes. Donc c'est pour le capitaine? Non, pas pour le capitaine, pour la sélection des joueurs qui Ah, oui, participent au oui. All-Star Game. Mhm. Pour moi, je trouve ça ridicule. D'habitude, c'est les supporters qui choisissent qui vont participer au All-Star Game. Bon, maintenant, cette année, c'est un peu changé où le coach a un peu plus son mot à dire, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Et bon, si je regarde, moi, maintenant, sur le All-Star Game, euh, par exemple, on s'entend que Atlanta, c'est une équipe extrêmement soutenue, qui est bonne. C'est une bonne équipe de MLS. Oui, elle a de très bons joueurs. Mais je suis désolé, Ezequiel Barco, dans le match des étoiles, il faut rien à Atlanta. Pourquoi il Ouais. est là? Pity Martinez, c'est un flop depuis le début de l'année. Pourquoi il est là? Bon, il va un peu mieux dernièrement, mais pourquoi il est là? Tu sais, t'as des joueurs, c'est incompréhensible qu'ils soient là. Mhm. Incompréhensible. Et c'est ça qui me rend un peu furieux. Quand tu penses que un joueur comme Diego Chara, c'est un des meilleurs milieux défensifs de la MLS dans les 10 dernières années. Mhm. Je pense il est là depuis 5 ou 6 ans, si je ne me trompe pas. Il est là depuis 2011. Donc, il est là depuis 8 ans. Donc, un joueur comme Diego Chara qui vraiment domine la MLS en tant que milieu défensif, c'est sa première participation au All-Star Game. Il n'a pas été choisi par vote populaire, il a été choisi par l'entraîneur. Mhm. C'est ridicule, c'est ridicule. Tu te retrouves avec les meilleurs joueurs de la MLS, entre guillemets, parce que c'est pas les meilleurs joueurs, c'est ceux qui sont le plus aimés. Quand tu vois Nani qui est là depuis genre 3 4 mois, oui, il a été très bon depuis le début de l'année, mais je suis désolé, il y a des joueurs de loin meilleurs qui pourraient être là, qui ont prouvé qu'ils étaient de loin meilleurs. Quand tu vois comme Pozuelo qui a été très bon les 2 premiers mois de l'année, puis après qui a presque disparu, qui est là, je sais pas, moi je suis pas très confiant. Après, bon, quand tu vois Schweinsteiger qui fait presque plus rien avec Ouais, Chicago, ouais. bref, c'est ce genre d'histoire-là qui me dérange en fait, tandis qu'il y a des joueurs qui sont un peu moins clinquants, qui méritent leur place dans ce 11-là. Mais Non, c'est voilà. clair. Mais bon, après, c'est le problème des grands marchés, Atlanta ou Los Angeles, par exemple, votent en masse pour leurs joueurs quand d'autres le font un peu moins. Et forcément, ça favorise. Heureusement, comme tu l'as dit, oui, il y a le coach qui sélectionne la moitié, je crois, du groupe. Et puis le commissaire qui a deux choix aussi. Ouais. Et qui les garde souvent pour des jeunes, soit pour des plus vieux. Et c'est une bonne chose qu'il ait son mot à dire, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais d'ailleurs, on va parler un petit peu de ce format. On va pas parler du vote des joueurs en soi, parce que c'est très compliqué. J'imagine que si c'est pas les fans qui votent, ça devrait être les coachs peut-être, ou les joueurs entre eux-mêmes, mais bon, ça créerait encore d'autres problèmes. Moi, je voulais parler plutôt du format. Le fait que depuis en fait 2005, la MLS accueille des équipes étrangères, donc beaucoup d'équipes anglaises, mais aussi le Celtic, Roma, Bayern, Juve, Real, et puis hier, pardon, il y a quelques jours, l'Atlético Madrid. Mais avant ça, la MLS faisait aussi d'autres, d'autres, d'autres formats pour le All-Star Game, plus précisément le format Est contre Ouest, qu'ils l'ont fait quand même 5 fois. Le dernier, c'était en 2001, il me semble. Ah non, 2004, pardon, ils l'ont refait une fois. Et sinon, ils avaient fait aussi une fois la MLS, les joueurs américains contre les joueurs internationaux de la MLS. Ce qui pourrait être très sympa aussi. Je me souviens qu'en Ligue 1, ils en avaient parlé il y a quelques années de faire des internationaux contre les Français. Donc ils ont fait ça une fois, mais sinon c'est Est contre Ouest qui revenait beaucoup. Ils ont même fait aussi un match de All-Star contre la sélection américaine. Ça devait être aussi assez divertissant. Est-ce que toi, il y a une formule dans celle-là qui te plaît plus que d'autres ou tu veux juste abolir
quelque format qu'il soit. Non, écoute, il faut garder aussi le côté nord-américain qui fait que le sport est différent. Ok, je veux pas non plus enlever le côté culturel nord-américain de la MLS. Je veux pas enlever ça. Donc oui, je suis pour un All-Star Game, mais gardons-le entre nous. Écoute, un Est contre Ouest qui serait quand même très équilibré, ce serait quand même très intéressant à voir. Ou même de l'autre format de les Américains, Canadiens face aux internationaux, ce serait quand même assez intéressant, même je pense un peu déséquilibré selon moi, parce que les internationaux qui sont là, c'est vraiment On aurait quelques jeunes, je pense, pas mal de jeunes américains, ça pourrait être très drôle d'avoir des Pomical, des Kay, enfin, tu vois, des jeunes pépites, surtout du côté américain et canadien. Ouais, ouais, il peut aussi y avoir de bons vétérans. On pense à Brad Guzan qui était là, ou bien Annie Grimando dans ce cas-là, Chris Wondolowski qui a été choisi aussi. Bref, il y aurait pu avoir de bons joueurs du côté Amérique du Nord, donc Canada, États-Unis. Mais bon, je pense que ça, c'est de loin mieux. Après, je comprends la MLS. Ils veulent se projeter. Leur but, c'est dans les 10 prochaines années de pouvoir concurrencer avec les meilleures ligues européennes. C'est ambitieux, oui, c'est ambitieux, mais sauf que pour eux, ils veulent commencer à se faire voir et ils veulent que le monde sache qui ils sont. Et c'est pour ça qu'ils choisissent ces équipes-là. Et en plus, ça attire. Faut pas oublier aussi que malheureusement, les All-Star Games, ce qui arrive souvent, c'est que ils avaient du mal à remplir il y avait peu de monde qui venait voir ces matchs contre Est contre Ouest. Mais ils oublient que c'était dans le temps où la MLS allait pas très bien. Maintenant, la MLS va très bien du point de vue où chaque club, la plupart des clubs de MLS, et corrige-moi si j'ai tort, mais la plupart des clubs de MLS ont vraiment pu faire en sorte que leur club soit vraiment enraciné dans le marché sportif. Donc, si je vois par exemple Montréal, oui, c'est vrai que beaucoup se plaignent comme quoi, oui, il y a juste 15 000 personnes, il y a juste 16 000 personnes, mais on s'entend, on va jamais voir un match de l'Impact de Montréal avec 3 000 personnes. Non, ça va jamais arriver. Tu as un minimum à chaque match de 12 000 à 13 000 personnes qui sont là à chaque match, même contre des équipes de très basses, il va toujours y avoir ce minimum-là. Donc, ça veut dire que l'impact est là. Et c'est la même chose un peu partout à travers la MLS, à part, bon, quelques petites exceptions, donc Columbus. Je pense que Ouais. ça va s'arranger avec le nouveau stade. Mais bref, donc maintenant, la MLS peut faire en sorte de célébrer son propre foot en refaisant Est contre Ouest, en refaisant internationaux contre Nord-Américains. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Parce que jouer une équipe faite en 3 jours contre une équipe qui joue ensemble depuis quoi, 10 ans, Ouais, ouais, c'est c'est un clair. peu inégal. Et puis ça permettrait, moi je suis aussi beaucoup pour le Est contre Ouest, parce que ça permettrait déjà d'avoir plus de gens sélectionnés. Ouais. Donc il n'y aurait pas forcément que du Atlanta ou que du LAFC d'une part et d'autre. Et puis bon, enfin, ce serait très cool, tu vois. J'imagine à l'Ouest, pardon, une équipe avec Vela, Lodeiro, enfin, tu vois, au milieu de terrain, contre à l'Est, une équipe avec Piatti et Kaku, enfin, des idées comme ça. Et Barco, tu vois, c'est vraiment, ça serait très beau. Et parce que ce serait MLS contre MLS, donc tu auras quand même une part d'animosité et de rivalité un petit peu pour savoir quelle est la meilleure conférence avec aussi deux entraîneurs. Ça aurait peut-être Jim Curtis et puis Bud Bradley de l'autre, par exemple. Ça pourrait être super sympa. Enfin, moi, c'est mon opinion. Et puis, pas forcément de changer complètement l'équipe à la mi-temps comme ils le font, là où tu as 20 joueurs qui jouent le match. Moi, j'aimerais beaucoup revoir ce Est contre Ouest qui pourrait être très sympa et nous montrer plus de joueurs de MLS. Après, c'est vrai que le public international serait beaucoup moins attiré. Ça, c'est vrai. Et il faut dire qu'Atlético Madrid, pour le match, j'ai entendu des journalistes qui étaient présents dire que l'ambiance était absolument dingue à Orlando, que les supporters étaient à fond, que ce qui m'amuse beaucoup, apparemment, ils sifflaient à chaque fois que Brad Guzan ou Pity Martinez avaient le ballon, parce que c'est leurs rivaux un petit peu Atlanta United. Orlando, depuis quelques années, les matchs entre les deux sont quand même assez mouvementés. Et donc, moi, je trouve que c'est une très bonne chose et ça me plaît beaucoup de voir un petit peu cette rivalité entre les différentes équipes. Et c'est
sympa de voir que les fans sont là et qu'ils y vont à fond. Et là, pour la fois, c'était à Orlando, un petit stade spécifique au soccer, donc seulement 25 000 places. Mais c'est vrai que les dernières années, c'était fait dans les stades de football américain souvent. Contre le Real, par exemple, c'était à Chicago où il y avait plus de 60 000 personnes. L'année dernière, la Juve, c'était à Atlanta, donc dans le stade d'Atlanta, mais aussi celui des Falcons. Donc 72 000 personnes quand même qui étaient venues voir le match. Ouais. Donc voilà, toujours très sympa d'avoir ces compétitions comme ça. Et cette année, on va en parler aussi, il y a eu une petite nouveauté qui n'est pas vraiment une nouveauté en elle-même. C'est assez marrant parce que c'est quelque chose que la MLS avait fait dès ses débuts. Et ça s'était un peu arrêté parce que c'était vraiment très américain dans le concept. Je pense que les Européens, ça devait les énerver de voir ça. C'était des concours de... Ils appellent ça Skills Challenge. Donc je sais pas comment tu traduirais exactement ça en français. Concours de talent, Concours concours de des habilités, c'est comme ça des qu'on l'appelle. habilités. Ouais. Ok. Et il le faisait dans les années 90-2000, au début de la MLS. C'était très drôle parce qu'il y avait des concours complètement tirés par les cheveux. Je me souviens qu'il y avait un concours où tu avais deux gardiens qui étaient devant des petites cages et qui devaient se faire un peu une sorte de volleyball balle au prisonnier pour balancer la balle dans l'autre but. C'était à mourir de rire et complètement pas pris au sérieux. Mais c'est tellement second degré que, enfin, moi en tout cas, ça me fait beaucoup rire de voir les vidéos maintenant. C'est vrai que si il les faisait de cette manière-là aujourd'hui, je trouverais ça un peu ridicule, mais à voir un peu avec du recul, c'est très très drôle et très second degré. Et depuis, ces mini-concours avaient été arrêtés par la MLS, mais ils sont redevenus un peu populaires grâce à FIFA. Ce qui est marrant, je voyais dans un article, il disait bah, maintenant les Européens s'en moquent plus, puisque les Européens jouent à FIFA et ils voient dans leurs avant-matchs sur FIFA, ils font ces petits concours d'habilité. Et la MLS a décidé de les faire reprendre avec en plus l'aide de EA Sport, donc la compagnie qui fait FIFA, le jeu. Et c'était une sorte de petit tournoi avec trois équipes. Il y avait une équipe composée de All-Stars avec Rooney, Dos Santos et Carlos Vela, une équipe de joueurs de l'Atlético avec Koke, Héctor Herrera et João Félix, et une équipe plus locale de Orlando avec Nani, Sebas Mendes et Chris Muller qui se sont battus dans une sorte dans des petits jeux. Il y avait des jeux de longue passe, des jeux de volley, des jeux de tir de précision. Rien de super professionnel, mais c'était sympathique. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, Adi. Est-ce que tu es pour ou contre ces petits jeux qui sont passés, pardon, il faut le préciser, la veille du MLS All-Star et non pas le jour même? Ah, mais moi j'adore. Moi j'adore. Je sais que beaucoup de monde vont pas aimer ça, mais moi je suis un grand adepte de FIFA. Puis j'ai toujours adoré ça. Des fois, je passe plus de temps à jouer ces petits jeux-là que jouer le jeu même. J'adore parce que, écoute, c'est beau de voir. Je sais pas, moi, étant quelqu'un qui joue de temps en temps au foot, je suis pas extrêmement bon. Des gens qui ont joué au foot chaque dimanche, voir des joueurs professionnels montrer leurs skills pas sur un match contre des joueurs professionnels, mais juste eux-mêmes avec le ballon face à un objectif. Ça prouve combien nous, en tant que simples joueurs de dimanche, on est loin. Et c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. C'est ça qui est beau dans le foot. C'est célébrer en fait ces joueurs-là. Et moi, j'aime bien. J'aime bien. J'aime beaucoup ce petit truc-là. Juste pour. Il y avait donc trois compétitions. Le tir, c'est drôle parce qu'il y avait un peu comme dans FIFA, exactement un peu comme dans FIFA. 10 points, 5 points, 2 points, dépendamment où tu vises. Tu peux avoir ces points-là. Tu avais une touche et volée qui était, je pense, magnifique. Et puis les passes. Donc bref, je sais pas, moi j'aime bien. J'aime beaucoup ça. Je trouve que si c'est le genre de truc nord-américain qui devrait rester. Et Ouais. ouais, ça je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Puis ça fait exotique pour les gens qui suivent pas le championnat, Mm. donc ou c'est pas leur championnat comme tu l'as dit avant. Et ça fait intéressant parce que ça célèbre ça célèbre les bons joueurs de la MLS, tout en donnant un peu de fun aux invités. Donc, on l'a vu, les joueurs d'Atlético Madrid se sont amusés. Hector Herrera, João Félix et Koke se sont Ouais. amusés. Donc, Moi, je me voilà. dis toujours que ce genre de joueur d'Atlético Madrid, tu vois, qui assiste à ce genre d'événement, il doit se dire, ah, c'est quand même cool le foot des États-Unis, tu vois, c'est quand même sans prise de tête. Alors, c'est faux parce que c'est un match de gala qui a rien à voir avec le reste de ce qui se passe pendant l'année en MLS. Mais pour eux, s'ils voient ce match, ils doivent se dire, c'est sympa, la MLS, on est bien traité, c'est fun, les fans sont là, parce qu'à Orlando, comme je dis, il y avait beaucoup de bruit. Et je pense que ça fait aussi une belle vitrine pour juste les joueurs qui sont en face et qui peut-être
plus tard à l'avenir voudraient venir en MLS. Pour plus d'informations sur Skills Challenge, pardon, il y a eu ça a beaucoup intéressé les fans parce que je regarde un peu les chiffres. C'était 1h30, c'était un peu long. Je t'avoue qu'entre deux, à chaque fois qu'il fallait changer un petit peu les épreuves, c'était un peu long. Il y a les interviews parce qu'il fallait changer les cibles, etc. Mais il y a quand même eu 7 millions de vues sur Twitch, 640 000 sur Twitter parce que c'était disponible gratuitement, ce qui est pas mal en tout cas, grâce à ces plateformes justement de diffusion Twitch et Twitter. Et le gagnant offrait 25 000 $ pour une œuvre de charité. Donc en plus, ça fait gagner des sous à une association, c'est encore mieux. Et il y avait aussi un petit jury, ce qui m'a fait un peu rire. Les fans votaient, mais il y avait aussi un jury un peu VIP qui était là pour le concours, pour les différents concours et pour donner des notes, notamment Alex Morgan, la récente championne du monde, Kaka, l'ancien joueur d'Orlando, Alexis Lalas, l'ancien joueur de la sélection américaine, l'ex de NFL Chad Johnson et un champion e-sport, Cormac Dooley, que je ne connais pas, j'avoue. Mais donc voilà, un petit jury All-Star qui est sympa à voir. Franchement, ça fait partie du folklore américain et ouais, perso, j'ai beaucoup aimé aussi. Même si, vraiment, si vous avez le temps, allez voir les anciens concours de challenge dans les années 90 ou 2000, au début de la MLS. Les anciens Skills Challenge de la MLS, c'est à mourir de rire. Il y avait aussi des épreuves de rapidité pour savoir qui est le joueur le plus rapide de la ligue. C'était vraiment très drôle, très folklorique. Je comprends qu'il l'a arrêté parce que c'était à la limite du ridicule, mais c'était très drôle. Et une autre innovation qu'il y a eu dans ce match, encore une, il s'est passé beaucoup de choses lors de ce All-Star Game 2019. J'ai vu que ça a fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux et beaucoup de controverses de gens qui crient au scandale et que les États-Unis dénaturent, et le Canada, pardon, dénaturent le soccer et que ça ne devrait pas être comme ça. Ça reste un match de gala, mais certains joueurs MLS portaient des micros et des oreillettes pour parler en plein match. Ce qui était quand même très étrange. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, mais on a vu Brad Guzan ou Walker Zimmerman parler en plein match, en pleine action. Bon, surtout les défenseurs, comme ça, ils n'étaient pas forcément en plein pressing, en pleine action, mais ils parlaient un petit peu de leur ressenti dans le match. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Bah écoute, comme on l'a dit, ça fait partie du folklore de la MLS. Bon, pour moi, ça me dérange pas. Ça, c'est des trucs qui me dérangent moins parce que, tu sais quoi, c'est nord-américain, on vit avec, c'est comme ça. Il y a le côté Showtime qui doit faire ça, mais ça doit pas venir au détriment de la compétition. Ça doit pas venir au détriment du fait que il y a des équipes en plein milieu de la saison. Et ça ne doit pas venir au fait, au fait que où tu as des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble, qui jouent contre une équipe confirmée. C'est les seules choses, moi, qui me dérangent. Après, tout le reste, ça peut être drôle, ça peut être cool, ça peut être différent. Un peu comme, pour ceux qui suivent un peu le basket, un peu comme les Harlem Globetrotters, c'est drôle, c'est un show, c'est pas une compétition, c'est un show. C'est vraiment un show pour voir des joueurs et leurs aptitudes et comment ils réfléchissent et comment ils pensent et comment ils s'amusent. Et c'est ça le but du All-Star Game, c'est que tu célèbres ces joueurs-là. C'est comme ça partout. Tu vas regarder un match de All-Star Game en NBA, c'est pas du vrai basketball, hein. Ouais. C'est du n'importe quoi. Moi, je détestais le voir parce que j'étais un fou de NBA dans le temps. Puis j'aimais pas voir ça parce que je voyais pas de défense. Et moi, j'adorais voir le jeu défensif des joueurs. Puis il y avait zéro défense. C'est la même chose en MLS All-Star Game, mais c'est la même chose. C'est autre chose. C'est pas du foot. C'est vraiment une célébration offensive de ce que ces joueurs-là sont supposés faire. Si jamais on avait deux équipes qui jouaient un peu plus offensif sans vouloir vraiment se préparer pour leur championnat qui commence dans 10 jours, j'aurais de loin mieux préféré parce que ça aurait été une célébration du côté offensif et des skills du foot. Et c'est ça qui se supposait être. Après, Mhm. bon, le côté des entrevues, des micros et ainsi de suite, c'est intéressant. Écoute, c'est drôle. Il peut faire des petites blagues, il peut s'amuser. Puis le monde va pouvoir un peu connecter un peu plus, sentir un peu plus que c'est un être humain, puis se sentir un peu plus proche de lui. Ça peut créer un certain sens d'appartenance à un joueur ou une certaine relation spéciale entre fans et joueurs. Moi, j'aime bien ça. Je trouve que c'est cool de ce point de vue-là. Mais bon, après, comme j'ai dit, c'est juste l'adversaire, l'Atlético Madrid, Ouais. ça me tape sur les nerfs. J'aime pas ça du tout, là. J'aime Ouais, pas non, ça. je trouve que ouais, comme j'ai dit, je trouve que c'est un très mauvais adversaire, un très mauvais choix d'adversaire pour le Star parce que ouais, ils vont pas participer à cette effusion de football offensif comme tu disais, ils vont vraiment rester derrière, jouer leur jeu.
Ce qui n'est pas l'esprit du All-Star, mais bon, c'est comme ça, hein. C'était un mauvais choix et j'espère que la Ligue va penser au futur voilà, d'inviter une équipe qui a envie de s'amuser, en fait, juste et de pas se prendre trop au sérieux. Mais ça va être compliqué avec des équipes européennes, comme tu le disais. Et un dernier point sur lequel je voulais toucher, c'était un petit peu les infos qu'on a reçues pendant la MLS All-Star, parce qu'il y a eu pas mal de nouveautés. C'est aussi à ça que sert la cérémonie. C'est comme un peu pendant la cérémonie de draft. C'est-à-dire qu'au-delà de l'événement en lui-même, donc du All-Star ou de la draft, c'est aussi un moyen d'avoir des interviews du commissaire de la Ligue, Don Garber, des entraîneurs. Et il y a eu pas mal d'actualités, notamment sur les expansions. On a appris que Saint-Louis avait pas mal avancé, que Charlotte aussi était dans les starting blocks avec le propriétaire des Panthers, pour ceux qui suivent le football américain, qui aimerait une équipe MLS dans le même stade que son homologue de NFL. Et puis des stades qui vont bientôt être construits. Apparemment, le New York City FC est proche de finaliser un accord pour un nouveau stade. Qu'est-ce que tu en penses, Adi? Parce on a déjà parlé sur ce podcast, mais peut-être que certains ne nous écoutent pas tout régulièrement et ne le savent pas, mais le New York City FC joue au Yankee Stadium, qui est vraiment loin d'être le meilleur stade de la ligue. Inadmissible. C'est inadmissible d'avoir un stade comme ça en MLS et en soccer professionnel. C'est inadmissible. C'est un stade de baseball. La pelouse est dégueulasse. Le stade est dégueulasse pour le foot. C'est un stade mythique, le Yankee Stadium. J'enlève pas ça. C'est magnifique pour le baseball, mais c'est pas un stade de foot. Écoute, c'est tout petit, c'est dégueulasse. C'est la honte. Écoute, c'est vraiment la honte quand moi, j'arrête pas de parler sur les médias sociaux à des gens qui sont un peu plus supporters de foot européen et je leur dis, ben non, c'est cool la MLS, ainsi de suite. Puis là, ils viennent pour regarder leur premier match, puis ils voient un match au Yankee Stadium. C'est là Un où champ de tous les patates. efforts, ils font pouf et ils s'envolent en fumée, là. Non, c'est inadmissible. Ça fait trop longtemps que ça dure. Quand je vois qu'il y a des équipes où ils ont refusé de leur donner une expansion parce qu'ils n'avaient pas de projet de stade, tandis que New York City FC, ils ont eu un passe-droit pour avoir leur équipe juste parce que c'est le Qatar. En tout cas, bref, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais bon, c'est ça. Je trouve ça injuste pour les autres équipes et je trouve ça inadmissible. Et je pense qu'il est grand temps pour qu'ils signent un accord. On s'entend que c'est un accord pour un terrain. Ça ne veut pas dire que le stade est déjà fait. Hein. Donc, Non, pas du tout. ça va prendre de nouveau une autre année ou 2 ans de plus pour pouvoir y Je arriver. pense que c'est 3 ou 4 ans, mais c'est clair, mais c'est déjà une bonne avancée, mais on sait comment c'est compliqué de construire à New York et forcément dur de trouver un terrain en centre-ville parce qu'eux, ils ont mis vraiment dans leur stratégie, il était important pour eux d'avoir un stade qui est dans la ville, parce qu'après Ouais. tout, ils se moquent énormément des Red Bulls qui sont en banlieue. Donc c'est vraiment pour eux, dans l'identité de la ville, d'avoir un petit peu ce stade en centre-ville. D'autres infos au niveau stade, on savait que Chicago va retourner au Soldier Field, qui est le stade de football américain des Chicago Bears. Et apparemment, ils veulent aussi trouver un stade dans le long terme en centre-ville. Même chose pour les New England Revolution qui jouent au milieu de l'autoroute en Nouvelle-Angleterre et qui aimeraient trouver un stade en centre-ville à Boston, ce qui est aussi très compliqué niveau construction. Mais donc voilà, on pourrait avoir des nouveaux stades arriver dans les années prochaines, comme ceux d'ailleurs de Nashville, Cincinnati, Austin, Miami et Columbus, qui ont tous aussi des projets, donc la MLS qui est en vente de construction immobilière. Donc voilà, pas mal d'informations dans ces genres d'événements. On a aussi des rencontres entre les syndicats de joueurs et les syndicats de présidents. Il y a eu des réunions pour les deuxièmes divisions aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi avoir ce genre d'événements pour pouvoir un peu voir l'évolution de la ligue. Et ça permet à des médias étrangers de poser des questions. Sur ce, moi j'ai rien à rajouter sur le match des étoiles. Adi, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, mais juste avant, je vais juste parler d'un sondage que j'avais fait sur Twitter avec le compte Culture Soccer pour vous demander votre avis sur le match MLS All-Star. Vous étiez en majorité 51% à vouloir un retour Ouest-Est, 20% d'entre vous voulaient arrêter les All-Stars, enfin plutôt les All-Stars, parce que sans faire exprès, mon correcteur a mis les All-Stars, et puis 16% voulaient continuer avec ce format, et 13% faire un MLX contre Liga MX, contre donc la première division mexicaine, ce qui pourrait être aussi une bonne idée. Donc voilà, un petit peu des avis partagés, mais surtout Ouest-Est. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet, Adi? Non, comme je l'ai dit, moi je pense que je l'ai assez dit aujourd'hui que ouais, j'aimerais bien ce format-là, que ce format-là revient. Non, j'ai rien d'autre à ajouter. Je pense qu'il est temps de faire place de nouveau à la vraie compétition qui est la MLS, qui est déjà magnifique, où on a vu encore hier où
des résultats vraiment extrêmement surprenants. De semaine en semaine, on est surpris. On pense qu'on a des certitudes, mais en fait, d'une semaine à l'autre, les certitudes volent. La seule certitude qu'on ait, c'est que LAFC est extraordinaire. Puis tout le reste, c'est vraiment du n'importe quoi, mais vraiment du n'importe quoi. Et puis c'est drôle, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on aime en MLS. C'est vraiment celui qui est capable de faire des prédictions. J'en vois tellement des trucs sur les médias sociaux qui disent ouais, moi je suis capable de faire des prédictions pour vos paris, Unibet ou des trucs comme ça là. Et en MLS, bonne chance parce que c'est presque impossible. Ça m'étonne pas. Enfin, rien que aussi, bon, on va pas parler de la défaite de l'Impact 6-3 hier parce que j'imagine que c'est ça aussi dont tu parles au niveau des surprises. Il y a aussi New York City aussi qui a perdu contre RSL. Mais rien qu'au niveau des actualités, c'était une semaine un peu folle avec Roman Torres, le défenseur de Seattle, qui a suspendu 10 matchs pour dopage. On a aussi eu. Ça, c'est vraiment ça m'a fait rire parce qu'on en parlait la fois dernière. On disait ouais, Roman Torres, il va beaucoup plus vite. Il est de loin meilleur. Il a repris du poids de la bête. Puis c'est plus un flop comme avant. Puis bon, maintenant on sait pourquoi. Et puis l'autre géniale actualité, c'est qu'avant Colorado-Montréal hier, il y aurait dû avoir des feux d'artifice devant le stade, mais ils étaient annulés parce qu'il y a des chiens de prairie à côté du stade qui ont des insectes autour d'eux, qui ont la peste. Donc voilà, il y a eu des raisons de sanité qui ont annulé le feu d'artifice à cause de ça, à cause d'insectes qui ont la peste près du stade. C'est vraiment génial, la MLS, on n'est jamais à court de source, pour les blagues, c'est excellent comme ligue. C'est vraiment très très drôle en fait. En tout cas, il y a eu tellement de blagues. Moi qui suis supporter de l'Impact, tellement de blagues là-dessus. Finalement, les Rapids étaient enragés, donc ils ont gagné 6-3 ou des trucs comme ça. En tout cas, bref, c'était très très drôle. En tout cas, vraiment à suivre une ligue tellement particulière, tellement belle à suivre. Et Rémi Garde l'avait dit, je répète les mots de l'entraîneur de l'Impact de Montréal. Il avait dit que c'est drôle parce que quand on regarde le championnat, le foot européen, on voit que chaque championnat a sa particularité. Donc, par exemple, l'Italie, c'est très tactique. L'Angleterre, c'est très physique. En MLS, il y a de tout. On peut passer d'un championnat à un autre. C'est comme s'il y avait tous les championnats européens en même temps dans cette ligue-là, parce que les équipes sont tellement éloignées, ont tellement des racines de leur style de foot vraiment à eux, qui fait qu'en sorte que tu peux passer, c'est comme si tu étais en Europe, tu jouais contre une équipe espagnole, puis la semaine suivante, tu jouais contre une équipe italienne. C'est ridicule et c'est beau à voir. Parce que ça prouve le coaching est extrêmement important dans cette ligue-là. Mm-hmm. On le voit avec Mathias Almeida et les Earthquakes, qui sont deuxième à l'Ouest maintenant. Deuxième à l'Ouest, les Earthquakes, c'est du jamais vu. Magnifique. Et puis les caps salariales aussi font que toutes les équipes ne peuvent pas dépenser forcément excellemment et que justement le coaching est très important pour sélectionner un groupe qui vit bien parce qu'on est très limité financièrement et ça c'est un point très intéressant. En tout cas, on espère que vous avez aimé ce All-Star Game, on espère que vous regarderez les prochains et on espère que la Ligue fera quelques changements au niveau de son format, mais voilà, toujours du folklore américain et c'est ce qui plaît aussi, c'est pour ça que des gens regardent la MLS. Merci beaucoup Adi, on te souhaite une bonne semaine et on te retrouve très vite sur le podcast Culture Soccer à l'érable. Oui, merci beaucoup. Oui, c'est ça. Et n'hésitez pas à commenter, à donner vos avis sur ce podcast-là. Bon, on a fait juste un podcast de présentation la dernière fois, mais c'est ça. N'hésitez pas à partager et nous en parler. Dites-nous ce que vous en pensez. Et à dire aussi ce que vous pensez du MLS All-Star Game, puisqu'on a le temps de parler. N'hésitez pas à nous dire ce que vous préfériez. Et à passer sur notre site, comme d'habitude, on a des résumés hebdomadaires de MLS, de Canadian Premier League. On a des articles qui arrivent aussi pour cette semaine. Voilà, on en a récemment fait par un de nos journalistes Aurélien Pêche sur l'ancienne franchise de MLS, les Tampa Bay Mutiny, un retour un peu en arrière historique qui a fait très plaisir. Donc n'hésitez pas à lire ça. On vous souhaite une très bonne semaine à tous. Ciao!